Alors le short track, c'est du patinage de vitesse sur glace. Le but, c'est de faire la course et de passer la ligne d'arrivée en premier. L'une de mes adversaires a chuté et dans sa chute, elle m'a emporté. Vraiment, à ce moment-là, on allait très vite. Je me suis fracturée et déplacée la cervicale 5 et j'ai tout de suite su que j'étais paralysée. Mon chirurgien, il me demande si je suis au courant de ce qui est en train de se passer. Puis juste avant de m'anesthésier, il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit par contre, tu remarcheras probablement plus jamais. Dans ma tête, je me suis dit bon ben, franchement, j'ai jamais abandonné de ma vie, c'est pas maintenant que je vais le faire. Bonjour Tiffany. Bonjour. Vous avez 31 ans, vous êtes née à Besançon puis avez grandi dans le petit village de Nant. À 9 ans, vous chaussez les patins pour la première fois grâce à une voisine. Vous découvrez le short track et c'est la révélation. Pendant plusieurs années, vous menez une vie épanouie d'athlète de haut niveau. En 2021, vous êtes sacrée championne d'Europe et vice-championne du monde par équipe. Vous participez également à 2 éditions des Jeux Olympiques d'hiver, en Corée en 2018 et en Chine en 2022. Votre carrière bat son plein jusqu'au 9 octobre 2022. Ce jour-là, votre vie bascule, puisque lors d'une compétition aux Pays-Bas, vous faites une violente sortie de piste après avoir été déséquilibré par une adversaire. Vous ne vous relevez pas, l'une de vos cervicales est fracturée et votre moelle épinière est touchée. Vous devenez tétraplégique. Débute alors le plus grand combat de votre vie, celui pour réussir à marcher à nouveau. On a évidemment suivi votre histoire de très près et nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui pour revenir sur votre parcours, bien entendu, mais aussi parler de vos nouveaux projets parce qu'ils sont nombreux et on s'en réjouit. Alors, on fait un petit bond dans le passé pour commencer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le short track et qu'est-ce qui vous a plu dans ce sport qui est plutôt méconnu ? Alors le short track, c'est du patinage de vitesse sur glace. Le but, c'est de faire la course et de passer la ligne d'arrivée en premier. Donc moi, ce qui m'a plu tout de suite, ça a été la découverte d'un nouveau sport dans un premier temps, puisque c'était mon premier sport en club. C'était notre premier sport en club, puisque j'ai débuté avec ma sœur jumelle Manon, et on a tout de suite accroché. Ces sensations que ça pouvait nous procurer. Dans un premier temps, on peut pas parler de vitesse, mais en tout cas, c'est ce qu'on recherchait. Et après, vraiment, l'ambiance du club a fait qu'on y a tout de suite adhéré. Quand on parle de vitesse, à combien de kilomètres, est-ce qu'on sait à combien de kilomètres heure vous allez sur la glace ? Les meilleurs vont entre 45 et 50 km/h. Donc c'est vrai que c'est un sport qui est vraiment très spectaculaire, très beau et puis très rapide. Alors je l'ai dit en introduction, votre vie elle a été bouleversée en quelques secondes en octobre 2022, alors que vous étiez sur la glace justement. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé ? Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Je me souviendrai, je pense, toute ma vie de ce jour. Donc le 9 octobre 2022, j'étais en compétition aux Pays-Bas, à Heerenveen. Et malheureusement, sur la dernière journée, donc le dimanche, sur la course du 1000 mètres, ça se passait bien, jusqu'à ce que j'entame un dépassement. J'étais en train de doubler mes adversaires par l'extérieur. Puis malheureusement, l'une de mes adversaires a chuté, et dans sa chute, elle m'a emportée. Et puis on était vraiment mal situés dans le virage. On était à l'apex, donc c'est-à-dire vraiment en plein milieu. On était vraiment, à ce moment-là, on allait très vite. Et en chutant, je me suis déplacée dans les protections avec les jambes en avant. Ma tête a heurté violemment mes genoux, elle est repartie en arrière. Et à ce moment-là, je me suis fracturée et déplacée la cervicale 5 avec une atteinte au niveau de la moelle épinière. Et j'ai tout de suite su que j'étais paralysée, puisque je ne ressentais absolument plus rien. Donc vous avez pas perdu connaissance ? À ce moment-là, j'ai pas perdu connaissance. Je savais très bien ce qui était en train de se passer. Ça a été le chaos dans ma tête. Ça a été vraiment... ça a été horrible parce que je savais pas où j'allais aller finalement. Je savais pas ce qui allait se passer. Et puis, j'étais en panique. Je me suis dit, mais il faut vite que quelqu'un vienne me sortir de ce cauchemar. Vous pouviez parler ? Je pouvais parler, je pouvais pas pleurer dans un premier temps et je pouvais pas crier non plus. On m'a expliqué que la cervicale 5, elle est reliée au souffle et que du coup, c'est ce qui a fait que je pouvais ni pleurer ni crier dans un premier temps. Et ça, c'était encore plus stressant pour moi parce que justement, j'avais envie d'extérioriser. J'avais envie de faire comprendre que ça allait pas, que c'était très grave. Même si j'avais aucune douleur, parce que étonnamment, j'ai eu aucune douleur au niveau de l'impact. Ça a été tellement violent que j'ai juste plus rien ressenti.
Et je pouvais pas donc pleurer. Et ça a été vraiment une grosse source de stress, de panique. Et puis rapidement, mon entraîneur et la kiné de l'équipe de France sont venus sur la glace. Et je leur ai dit, mais venez vite m'aider, je suis paralysée, je suis paralysée. Et je répétais ça en boucle sur un ton monotone. J'avais juste envie de sortir de ce cauchemar. Et puis après, ça a été long. On a attendu les secours. Ça a bien mis peut-être 15-20 minutes avant qu'ils arrivent. Et puis ils m'ont sorti sur un brancard. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Les douleurs se sont réveillées. Je pense le fait de m'avoir mobilisée, de m'avoir finalement bougé, ça a été horrible. C'est clairement la pire douleur que j'ai pu ressentir dans ma vie. J'avais l'impression que mon corps entier était en train de brûler. Puis ensuite, on a attendu. On a attendu qu'ils prennent une décision entre m'héliporter ou me transporter en ambulance. Ils ont finalement fait le choix de m'emmener en ambulance jusqu'à l'hôpital. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on a passé tous les examens. Alors, vous arrivez à l'hôpital et qu'est-ce qui se passe à l'hôpital ? On me fait passer une IRM dans un premier temps. Donc, je souffre toujours autant, malgré la morphine, malgré tous les médicaments qu'ils ont pu me donner depuis la patinoire jusqu'à l'hôpital. Et puis ensuite, rapidement, ils m'emmènent au bloc opératoire. Là, je rencontre mon chirurgien. Il me demande si je suis au courant de ce qui est en train de se passer, de savoir si j'ai bien compris ce que j'avais. Je lui dis que oui, puisqu'on me l'avait expliqué. Il me le réexplique quand même une fois de plus. Et puis là, il me dit, bon, est-ce que tu as des questions ? J'en avais qu'une seule. C'était de savoir combien de temps ça allait prendre, l'opération. Je sais pas pourquoi j'avais ça en tête. Peut-être parce que j'avais pas envie que finalement, il bâcle le travail, entre guillemets. J'étais paniquée. Je pense que je réfléchissais plus correctement. Il m'a dit le temps qu'il faudra. Et ça m'a vraiment rassurée. Et puis, je me suis dit, bon, voilà, il va faire l'opération et puis tout ira bien. Puis, juste avant de m'anesthésier, il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit, par contre, tu remarcheras probablement plus jamais. Et en fait, à cette annonce, je me suis mise à hurler puisque je pouvais à présent hurler, pleurer. Je me suis mise à hurler et vraiment, il y a l'anesthésiste qui est arrivé. Et comme dans un film d'horreur, il est arrivé, je hurlais encore et il m'a posé le masque sur le visage. Et je me suis endormie là-dessus. Comment est-ce que... Alors, comme vous le dites, le chirurgien, il vous dit cette phrase qui est quand même assez atroce juste avant que vous vous endormiez. Vous vous réveillez, alors votre famille est mise au courant, on apprend aussi de manière plus large que ce qui vous est arrivé dans les médias. Et alors vous allez me confirmer, hein, mais je crois que c'est 1 mois après, on voit une image de vous debout derrière un déambulateur. C'est la stupéfaction. Comment est-ce que ça s'est produit ? Ouais, c'était même plus court que ça. Déjà, quand je me suis réveillée, donc je bougeais vraiment à peine les orteils, je bougeais pas. Il y a eu tout un processus et tout un protocole. Donc, dans un premier temps, j'ai été alitée. Je pouvais vraiment pas bouger du tout. Je pouvais que cligner des yeux. Ma famille est venue, notamment ma sœur avec sa fille qui avait à l'époque 1 an et demi, Charlie, et ma mère. Puis ensuite mon conjoint. Et donc, dans un premier temps, il y avait tout un protocole où je devais d'abord me remettre assise dans mon lit, puis assise dans un fauteuil. Ça a été assez long. Et puis... Parce que là, à l'époque, vous êtes encore aux Pays-Bas. Oui, j'étais encore aux Pays-Bas. J'ai passé 1 mois aux Pays-Bas. Et en fait, j'ai été debout au bout de 10 jours. Et en fait, c'est là où le corps médical ne comprenait pas, puisque pour eux, c'était pas possible. Et 10 jours après, j'étais debout. Mais tout n'était pas gagné, puisque j'ai fait quelques pas avec le déambulateur, avec 2 infirmières à mes côtés. Mais en fait, je ressentais pas mes jambes. Et puis, c'est ce que je dis souvent, la marche, ça a été très difficile à retrouver. Très difficile, même si finalement, ça a été très rapide, mais je m'en rendais pas compte. Mais par contre, le haut du corps, tous les gestes du quotidien, ça a été encore plus compliqué finalement. La dextérité fine, réapprendre à manger seul, réapprendre à se brosser les cheveux, à faire tous les gestes du quotidien finalement. Ça a été compliqué. Oui, c'est des choses dont on se rend pas forcément compte. On voit la position debout, on se dit c'est gagné. Ouais. En fait, il y a tout un travail qui continue. Totalement. Ça a commencé aux Pays-Bas et puis ensuite je suis rentrée après 1 mois du coup aux Pays-Bas. Je suis rentrée en France, à Besançon dans un premier temps, où j'ai fait un transfert pendant 10 jours. Puis ensuite, j'ai intégré le centre de rééducation à Lyon.
Et là, je suis restée un peu plus longtemps. Donc, ça a été vraiment, pour moi, à l'époque, c'était très long. Mais finalement, avec du recul, et je me rends compte que c'était juste dingue tout ce qui s'est passé en si peu de temps, finalement. Et justement, avec du recul, quel souvenir vous avez de la gestion de vos émotions qui devait être complètement incroyable, entre la peur, la tristesse, peut-être aussi la colère, parce que dans votre chute, il y a aussi une tierce personne qui est intervenue. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est vrai que les émotions, ça a été quand même difficile à gérer. Je suis passée par plein d'émotions, mais encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir mon entourage proche de moi pendant longtemps. J'avais Charlie, je suis un peu émue parce que quand je parle d'elle, c'est vrai qu'elle m'a donné beaucoup de force, qui était présente. Et le fait d'avoir un enfant finalement dans une pièce quand on va si mal, ça donne juste du baume au cœur. Et puis c'était léger, ça donnait vraiment de la légèreté. Puis après j'avais ma sœur jumelle, j'avais ma mère. Ça m'a aussi aidé à passer plusieurs étapes. Puis Tristan, mon copain, est resté quasiment toute ma rééducation à mes côtés, que ce soit aux Pays-Bas mais aussi à Lyon. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Donc il y avait aussi beaucoup d'humour dans toutes ces émotions-là. Mais c'est vrai qu'il y a eu des doutes, de la peur. Il n'y a pas eu de colère. C'est vrai que je lui en voulais pas parce que la chute, ça fait partie de notre sport. Et puis malheureusement, elle s'était blessée aussi. Donc c'était moins grave, mais elle s'était fait... mon adversaire s'était fait une fracture du tibia péroné. Et elle osait pas dire qu'elle avait mal, vu que moi j'étais très blessée. Elle est quand même rentrée chez elle... comme ça, puis c'est quelques jours après qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait une fracture du tibia, donc il n'y a vraiment pas eu de colère à ce niveau-là, mais c'est vrai que beaucoup d'émotions, et puis ça fluctue rapidement en fonction des étapes qu'on peut passer, et puis il y a eu beaucoup de choses en peu de temps, et finalement, encore une fois, pour moi, c'était très long, donc beaucoup d'émotions et de sentiments différents. Vous avez parlé aussi du déni qui finalement vous aurait aidé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Ouais, totalement. Je pense que le déni, ça a été quelque chose qui m'a permis d'être debout et d'avoir retrouvé mon autonomie. Dans le sens où, quand je suis tombée, donc je savais que j'étais paralysée puisque je pouvais plus du tout bouger. Et puis je me suis dit, mais non, mais ma passion ne va pas me conduire aujourd'hui à être dans un fauteuil roulant. Et j'avais vraiment... comme je le disais, un peu ce chaos dans ma tête, c'était vraiment compliqué à gérer. Et puis rapidement, je me suis ressaisie et je me suis dit mais non, je vais remarcher, je vais recourir et je vais repatiner et tout ira bien. Et puis j'étais sur ce brancard, donc avant d'aller à l'hôpital, et je pleurais, j'avais mal et j'hurlais et je disais en même temps à mes entraîneurs mais vous pensez que je serai prête pour dans 2 semaines pour les Coupes du Monde ? Et en fait, c'était juste impensable de penser ça, mais j'avais jamais été blessée auparavant et je savais pas dans quoi je m'embarquais. Et puis après, pour la rééducation, j'ai toujours regardé des vidéos de short track. Je me suis toujours forcée aussi à penser que tout irait bien. Et en fait, pour moi, c'était la seule issue. Donc j'ai eu vraiment ce déni tout au long de ma rééducation. Et même après, quand j'ai quitté le centre, de me dire, bon bah voilà, j'ai tout fait finalement pour retrouver les patins et puis c'est ce qui va se passer. Donc il y a toujours eu ce déni, du début jusqu'à la fin. Et les patins, malheureusement, en tout cas au niveau que vous aviez avant, c'est plus possible maintenant. Ouais, exactement. En juin 2023, donc quelques mois après avoir quitté le centre de rééducation, on m'a annoncé que je pouvais plus reprendre le short track à haut niveau. Ça aussi, c'est toujours dur, alors que pourtant ça fait longtemps maintenant. Et ça a été dur à entendre, ça a été dur à digérer, même si là je suis encore un peu émue, normalement c'est ok, ça va quand même bien mieux depuis pas mal de temps, mais c'est vrai qu'après autant de temps à faire du sport à haut niveau, à vivre de sa passion et à tout donner pour sa passion, ça a été dur à entendre. Que ce soit à haut niveau d'ailleurs, mais aussi en loisir, on m'a pas autorisé à reprendre le short track. Mais alors pourquoi ? Trop dangereux en cas d'une nouvelle chute, puisque donc on m'a mis du matériel au niveau de mes cervicales. J'ai une double arthrodèse, donc c'est des plaques et des vis en titane qui sont situées au niveau de mes cervicales, qui relient C4, C5 et C5, C6. Et j'ai toujours cette lésion au niveau de la moelle épinière qui me cause donc toutes mes douleurs et toutes mes séquelles aujourd'hui. Et une nouvelle chute pourrait vraiment être fatale.
Donc ça, c'était la première raison. Et puis ensuite, c'est aussi une raison d'assurance, clairement, de se dire que on peut pas prendre le risque, finalement, d'assurer quelqu'un qui est en si mauvais état. Vous le comprenez? Ou ça a été difficile? Ou c'est difficile encore maintenant? Au début, je le comprenais pas. Quand on me l'a annoncé, ça a été vraiment... j'étais inconsolable. J'étais inconsolable et je me suis dit, la première pensée, ça a été, ouah, j'ai tout fait ça pour rien. Et c'est terrible de se dire ça parce que non, en fait, avec le recul, je me dis, ma passion, le déni, mon entourage, tout ça, ça a été des choses qui ont fait que je me suis relevée. Et vraiment, mon moteur, ça a été de me dire, je vais retrouver les patins, je vais retrouver le haut niveau, je serai aux Jeux en 2026 et je ferai tout pour avoir une médaille. En fait, tout était tracé dans ma tête. Et ça m'a vraiment aidée. Après, c'est vrai que ça a été long à accepter. Mais on vous a quand même vu patiner sur un lac glacé du Jura, une image magnifique pour les gens qui ont suivi vos péripéties. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, à ce moment-là? Ça faisait... C'était fin janvier 2024. Exactement. Ça faisait plus de 2 ans que j'avais... début janvier 2024. Et ça faisait plus de 2 ans que j'avais pas patiné. Et en fait, j'ai mis les pieds sur la glace. Et c'est comme si j'avais jamais arrêté de patiner. Finalement, ça se perd pas et j'étais terriblement émue de partager ça avec ma sœur. Enfin, on s'était toujours dit un jour qu'on irait patiner sur un lac gelé. Puis finalement, le temps ne le permettait pas. Puis là, c'était d'autant plus fort, d'autant plus beau, puisqu'il s'était passé tout ça. Alors, je l'ai dit, votre histoire, elle a été suivie par beaucoup de gens, elle a été très médiatisée, c'est une histoire vraiment hors du commun, mais c'est aussi parce que vous avez une personnalité qui est particulièrement inspirante. J'ai visionné plusieurs interviews de vous pour préparer celle-ci, vous dégagez vraiment une force et un calme qui sont vraiment admirables. D'où est-ce que vous tenez ce tempérament? Pendant longtemps, je savais pas trop quoi répondre à cette question. Je me disais que finalement, c'était mon caractère, mais c'est vrai que le caractère, il vient forcément de quelque part. Et là, en écrivant mon livre et en prenant du recul aussi sur tout ça, je me suis rendu compte clairement que ça venait de mes parents et de ma mère surtout. C'est vrai que ma mère est très forte et je pense que ça vient d'elle. Et j'imagine que les épreuves que vous traversez, alors on le sait, hein, c'est pas toujours ce qui ne tue pas rend plus fort, c'est pas toujours vrai. Mais c'est vrai que chez vous, on sent une prise en force, une prise en confiance, une sérénité aussi. Alors j'imagine que dans le quotidien, c'est pas toujours le cas, mais c'est ce que vous dégagez en tout cas. Est-ce que vous en avez conscience de ça? Je pense que c'est surtout finalement toutes les épreuves que j'ai traversées qui m'ont amenée à être comme ça. En tout cas, plus maintenant que ce que ça pouvait être auparavant. Alors, on l'a dit, le patinage à haut niveau, c'est terminé, mais le sport, vous en avez pas du tout terminé avec. Est-ce que vous pouvez... Alors, on va d'abord revenir sur le marathon pour tous de Paris, que vous avez couru en 2024, à peine 2 ans après votre accident. Racontez-nous, comment c'est possible? C'est vrai que... c'était une sacrée histoire, ce marathon. C'était juste exceptionnel comme moment. Déjà, pour revenir sur le début, j'ai reçu une vidéo de Tony Estanguet quand j'étais à l'hôpital aux Pays-Bas. Donc c'était à peine quelques jours après mon accident, donc j'étais encore paralysée. Et j'ai reçu cette vidéo où il me disait « Tiffany, j'ai appris ce qui t'est arrivé ». Il me faisait part de son soutien, il m'a dit vraiment de belles choses. Et puis dans sa vidéo, il me dit « j'ai cru comprendre que tu voulais participer au marathon pour tous des Jeux Olympiques de Paris 2024. Je te donne le défi de te relever et de venir courir ce marathon. » En fait, ça m'a énormément émue, ça m'a touchée. Dans un premier temps, j'avoue qu'il fallait déjà que je réapprenne à marcher avant de courir un marathon, mais je l'ai eu en tête pendant longtemps. Et puis d'ailleurs, au centre des rééducation, je regardais plein de vidéos de filles en train de courir. J'avais qu'une hâte, c'était justement de pouvoir courir à nouveau. Puis les mois sont passés, j'avais toujours en tête cet objectif. Mais avant ça, je voulais retrouver les patins. Et puis malheureusement, donc on m'a annoncé que je pouvais plus reprendre le short track à haut niveau. Je me suis dit, il va falloir rebondir. Et quoi de mieux que de se fixer de nouveaux objectifs sportifs.
Et puis donc il y avait toujours ce marathon qui arrivait à grands pas. Et je me suis retrouvée capitaine de ce marathon. Et juste avant de partir, donc il devait être 22h, j'étais avec 2 amis à moi, très proches, Vincent et Bruno. Et on était sur la ligne et ils ont fait un discours. Et j'avais les larmes aux yeux, c'était hyper émouvant. Et puis après, quand on est parti, il y avait toute cette ferveur des Jeux, il y avait tout ce public, c'était exceptionnel. C'est ce que je disais, j'ai vécu vraiment des moments forts avec ma carrière de short-trackeuse, entre les Jeux, entre les médailles, les Coupes du Monde, même en dehors, aux entraînements. Mais là, c'était vraiment autre chose. C'était une saveur vraiment totalement différente et je pense que j'oublierai jamais. J'en ai eu des frissons peut-être pendant 2-3 kilomètres. Ça partait pas. On était sans voix. On parlait vraiment pas du tout. Et puis après, on en a parlé. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puis après, par contre, les kilomètres ont défilé. Et au 14e kilomètre, ça a été compliqué. Donc il reste encore beaucoup de kilomètres. Et ça a été vraiment douloureux, dû notamment à mes séquelles liées à mon accident. J'avais l'impression que mes hanches étaient en train de se disloquer. Là, je me suis dit, bon, je vais pas pouvoir aller au bout. Ça a été dur, vraiment dur. On s'est arrêté et Bruno est kiné. Et je lui dis, Bruno, ça va pas. Puis en fait, je me suis vite ressaisie dans ma tête. Je me suis dit, franchement, j'ai jamais abandonné de ma vie. C'est pas maintenant que je vais le faire. Si je dois le terminer, même en rampant, je le ferai. Puis on est reparti. Puis ça s'est passé comme ça s'est passé finalement. C'était toujours aussi beau, mais c'était vraiment compliqué en termes de douleur. Puis après 5h38, on a franchi la ligne d'arrivée. Et puis là, j'ai eu vraiment un sentiment de fierté. J'étais vraiment très fière de tout ce chemin finalement, parce que ce marathon, c'était plus qu'un marathon. C'était aussi, ça faisait écho à tout ce que je venais de traverser ces 2 dernières années. Oui, c'était l'aboutissement vraiment de votre parcours en fait. Totalement. Et ça a été fort aussi parce que ce moment, il était partagé. Alors vous le dites, il y a l'accident, la paralysie, la rééducation, mais il y a les séquelles, il y a la douleur qui reste, qu'on ne voit pas forcément. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre quotidien là, en termes de douleur, comment ça se passe pour vous? Alors, déjà, il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas comment ça se fait que je sois une tétraplégique qui remarche. Déjà, la nuance, c'est que ma lésion, donc j'ai une lésion au niveau de la moelle épinière, mais ma moelle épinière n'a pas été sectionnée. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai pu retrouver la marche et l'autonomie. Et en fait, cette lésion en question, elle me cause des douleurs neuropathiques absolument tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où j'ai pas des douleurs. Et ça me balance comme des coups d'électricité un peu partout dans le corps. Ça me donne des sensations de chaleur, de brûlure, notamment dans les mains. Et même un peu partout. J'ai des séquelles aussi en lien avec plus côté au niveau de mes organes. Donc j'en parle beaucoup dans mon livre. Je suis très franche et très transparente à ce niveau-là. Donc plus sur le côté aussi intime. Et puis après, j'ai de la spasticité, j'ai des spasmes, j'ai des muscles qui sont raides, j'ai un manque de force. Donc comme vous le disiez, ça se voit pas, mais l'handicap est bien présent. C'est important pour vous aussi de communiquer sur ça, sur la notion de handicap invisible, parce que ça concerne plein de gens finalement. Exactement, ça concerne énormément de personnes en France. Et puis souvent quand on voit en apparence que tout va bien, on n'imagine pas derrière qu'une personne peut être en situation de handicap, et ça c'est dur. C'est vraiment difficile finalement pour l'image, parce que je donne souvent cet exemple quand je suis dans le métro, quand je suis dans le bus, j'ai encore du mal. Et je le fais pas en fait. J'ai du mal à demander la place. Quand j'ai eu une longue journée, j'ai les jambes qui tremblent, j'ai des spasmes enfin avec les bras, avec le haut du corps, et j'ose pas demander ma place parce que ça se voit pas. Et du coup, je me dis oui, si on en parle, justement, ça sera plus simple, même sur des petites choses du quotidien, comme demander une place dans un bus. Alors, vous avez récemment publié un livre qui s'intitule « Avec toute mon âme ». Qu'est-ce que vous avez souhaité y raconter dans ce livre? Déjà, c'était vraiment une volonté de ma part d'écrire un livre. Parce que quand j'étais à l'hôpital, j'avais besoin de m'identifier à quelqu'un.
J'avais besoin de lire, de me documenter. Donc j'ai regardé des films, j'ai lu des livres, j'ai écouté des podcasts. Sauf que je trouvais pas quelque chose qui me correspondait vraiment. Et je me suis dit, si un jour je dois raconter mon histoire, j'ai vraiment envie de le faire en toute transparence et de donner aussi ma vision. Même si forcément, il y avait forcément des ouvrages que j'ai probablement pas lus ou j'avais pas le temps en tout cas aussi de me documenter sur tout ce que je pouvais trouver. Mais c'était ça déjà aussi une volonté de me dire, voilà, j'ai envie de le faire en toute transparence. J'ai envie de raconter les victoires, mais surtout tous les moments difficiles et comment je me suis relevée de ça. Pas pour dire, voilà, si vous suivez mon exemple, tout ira bien et la vie sera comme vous le souhaitez, mais je voulais juste être transparente, vraiment. Donc avoir une certaine honnêteté totale par rapport à ce que vous avez vécu. Peut-être éloigner un petit peu des récits un peu romancés, c'est ça que vous voulez dire? Oui, et puis de ne pas parler que de sport ou que de mon accident, de parler aussi d'autres choses. Donc c'était aussi une volonté de ma part de faire une ode au sport parce que je considère que le sport m'a sauvé la vie plus d'une fois. Il a toujours fait partie de ma vie et que ce soit le sport sur des patins mais pas que. Et puis après de mettre en avant aussi l'importance de l'entourage parce que j'y accorde vraiment beaucoup d'importance justement parce qu'encore une fois ça m'a vraiment aidée. Et puis après j'ai traversé aussi d'autres épreuves et j'avais besoin de le mettre par écrit pour guérir certains de mes maux. Oui, parce qu'effectivement on parle de la blessure, mais il y a effectivement, comme vous le dites, d'autres épreuves. Il y a eu un autre problème de santé. Il y a aussi eu le décès de votre frère en 2024. C'est des choses qui ont été forcément bouleversantes, qui viennent s'ajouter aussi à la peine et au traumatisme que vous avez déjà eu. Comment est-ce qu'on supporte ce genre de choses quand peut-être on a déjà l'impression d'avoir beaucoup supporté? Ça a été plus que douloureux. Après mon accident, je m'étais dit... voilà, il m'arrivera plus jamais rien d'aussi grave, finalement. Puis, donc mon accident, c'était le 9 octobre 2022. Le 9 décembre 2023, je déclenche un pneumothorax spontané en plein milieu de la nuit. Il pensait que j'allais faire une crise cardiaque, donc ça a été tout un long processus aussi où j'ai dû être hospitalisée, ça a été compliqué. Puis le 9 mars 2024, je perds mon grand frère et là finalement, je me dis, oui. Enfin, c'est ça l'épreuve la plus dure de ma vie. Et clairement, ça l'est encore aujourd'hui. Et c'est juste que ça prendra aussi le temps qu'il faudra en termes d'années. Et puis, je pense qu'on s'en remet jamais, en fait. Et ça m'a permis encore une fois de relativiser sur me dire, rien n'est grave, finalement. Enfin, c'est contradictoire de dire ça alors que c'est des épreuves qui sont très lourdes, qui sont très dures. Mais en fait, ça permet vraiment de prendre du recul avec les petits tracas du quotidien et puis les choses où on se dit c'est terrible. Non, c'est pas terrible. Il y a des choses beaucoup plus graves et en même temps, rien n'est grave. Est-ce que ça vous donne peut-être envie de vivre encore plus, de vivre des expériences, de faire ce que vous avez envie de faire, de réaliser vos projets? Je sais pas si ça m'a donné plus envie, parce que j'ai toujours été comme ça. Ma sœur me dit souvent que je brûle la vie par les deux bouts, et c'est un peu drôle, mais elle a raison. En fait, j'ai vraiment besoin de défis pour avancer. Et je sais pas si ça m'a donné envie d'en faire encore plus, mais en tout cas, je vais pas m'arrêter là, ouais. Vous êtes aussi la marraine de l'association Wings for Life. Quel est le but de cette association? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Wings for Life, c'est vrai que c'est une association, une fondation qui me tient vraiment à cœur. Donc le but, c'est de trouver un remède contre les lésions de la moelle épinière. Et ça fait vraiment écho à mon histoire, mais surtout, quand je pense à ça, je pense à toutes les personnes que j'ai côtoyées au centre de rééducation et malheureusement les personnes qui y sont encore. Et ça, c'est très dur pour moi parce que j'ai eu pendant longtemps un sentiment de culpabilité, de me dire voilà, en fait, moi je retrouve la marche, mon autonomie, j'avance et puis eux finalement ils sont encore dans ce centre et peut-être qu'ils resteront à vie dans un fauteuil roulant et ça a été très dur. Et du coup rapidement j'ai voulu me mobiliser et
à travers cette fondation, donc, il y a une course qui s'appelle Wings for Life World Run, qui a lieu tous les ans au mois de mai. Et le but, c'est de récolter des fonds donc, pour cette fondation. Et cette course, elle est aussi ludique, donc ça relie le sport, mais aussi la bonne cause. Encore une fois, ça fait vraiment aussi écho à mon histoire. Et donc cette course, le but, c'est de faire le maximum de kilomètres possible, mais comme on le souhaite. Donc ça peut être en fauteuil, ça peut être en marchant, ça peut être en courant. Et il n'y a pas de ligne d'arrivée. Donc il y a juste une ligne d'arrivée qui part 30 minutes après et qui nous rattrape, qui est matérialisée par une voiture. Donc elle s'adapte à tout le monde. Et donc c'est ultra inclusif. Exactement. Donc je pense que les gens l'auront compris au moment où on est là dans cet entretien, mais enfin voilà, vos projets ils sont censés se renouveler. On a l'impression que ça fourmille et qu'il y a plein de choses qui vous attendent. Et là, vous vous êtes relancé dans le sport. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui. Du coup, je me lance dans le paracyclisme. J'ai participé à ma première Coupe du Monde il y a quelques jours seulement. Et c'est vrai que c'était une volonté de ma part d'être de nouveau alignée sur ligne de départ. C'est vrai que j'ai toujours fait du sport depuis toute petite. Et puis même après mon accident, j'ai tout de suite refait du sport. Donc avec le sport adapté, j'ai fait plein de choses. J'ai fait la traversée des Pyrénées en vélo avec mon copain. Ensuite, on a fait la traversée des Alpes. Il y a eu donc ce marathon. Il y a eu beaucoup de projets sportifs. Mais il y avait ce manque de la compétition. Et du coup, je me suis dit, bon ben voilà, je vais me relancer dans un sport. Et le vélo, c'était une évidence parce que j'en faisais déjà avant, en lien avec ma carrière de sportif de haut niveau. Puis je me suis dit, bon ben je vais faire du vélo. Dans un premier temps, je m'étais dit un peu naïvement, je vais faire du cyclisme avec les valides. Parce que j'acceptais pas encore le handicap. Et puis pour moi, je n'avais pas conscience de tout ça. Puis on m'a dit, mais non, c'est pas possible. Et après, je me suis donc dirigée vers le paracyclisme. Puis là, ils m'ont accueilli à bras ouverts et l'équipe est juste exceptionnelle. C'est une équipe à grand cœur, cette équipe de France de paracyclisme. Et du coup, donc, j'ai participé à ma première Coupe du Monde. Je suis pas sous les couleurs de la France puisque, bien sûr, il faut faire des résultats dans un premier temps. Donc, je représentais le club de Belfort. Et ça a été fort en émotion, dans tous les sens du terme. Vous avez envie de nous en dire plus sur ces émotions? Oui. Donc, dans un premier temps, il y avait le contre-la-montre. Je suis pas encore équipée, donc j'ai fait le contre-la-montre avec un vélo de chrono, sans vélo de chrono. Et j'ai fait 4e. Donc, j'étais pas peu fière. J'étais même très, très contente. J'ai eu plein d'émotions différentes. Déjà, de la joie de retrouver un dossard, d'être sur une ligne de départ, d'être dans l'effort, mais aussi dans la compétition. Donc plein d'émotions vraiment très positives. Et puis après le dimanche, il y avait la course en ligne. Et malheureusement, j'ai chuté. Donc là aussi, plein d'émotions différentes. Déjà stressée avant le départ, très stressée parce que la découverte d'un nouveau sport, clairement, et d'être en peloton. Donc pas d'appréhension, mais vraiment stressée du résultat, quoi, finalement. Et puis je me sentais très bien, donc en confiance. Je visais clairement un podium. Je voyais, puisque donc c'était une boucle de 8 km, au fur et à mesure des tours, je voyais que je me sentais de mieux en mieux. Puis malheureusement, j'ai chuté. J'ai fait une grosse chute. Ça aurait pu être très grave, mais finalement, ça va. Et là, déçue, vraiment déçue de me dire, bon ben, je passe à côté. Mais au moins, je m'en souviendrai. Et puis, on dit qu'il faut chuter pour être une vraie cycliste, donc chose faite. Bah vous, là, je crois que vous allez passer vrai cycliste rapidement. Alors, une question, pourquoi vous pouvez pas chuter en short track, mais par contre, ça pose pas de soucis si vous tombez en vélo? Oui et non. En fait, le corps médical m'a dit que je pouvais faire absolument tout ce que je voulais, mais que la chute était interdite. Et c'est comme tout, il suffit vraiment que je chute mal pour que ce soit très grave. Donc là, la chute est assez impressionnante. Ma tête heurte vraiment violemment le sol. Ça aurait pu être très grave, mais je pense que j'ai une bonne étoile puisque ça va. Mais c'est vrai que des chutes à répétition, c'est juste pas bon, puisque donc j'ai toujours ce matériel dans ma colonne, et donc ça crée de la pression, que ce soit en haut et en bas, et donc ça peut fracturer de nouveau, puisque
la plaque en titane, elle, ne bougera pas, c'est certain. Mais ça crée de la pression en haut et en bas. Et puis, c'est surtout cette lésion au niveau de la moelle épinière. Donc là, c'est problématique. Et après, on m'a autorisé, parce que je suis en paracyclisme aussi. Et du coup, finalement, en para, on a tous des handicaps, on a tous eu des accidents ou des maladies ou des problèmes de naissance. Ce qui fait que ça a été autorisé aussi en lien avec mon handicap. Vous êtes prête à prendre ce risque? On m'a beaucoup posé la question. Dans mon entourage, il y a un peu deux clans, on va dire, entre t'as déjà subi beaucoup de choses dans ta vie, pourquoi t'as envie de prendre ce risque-là, c'est trop dangereux, ne le fais pas. Et c'est ta vie et je comprends que t'aies envie de le faire parce que le sport fait partie de ta vie et que t'as besoin de ça. Et forcément, moi, je raisonne plus comme ça aussi. Et... Vous avez choisi votre camp et on a compris. Clairement. Clairement. Alors, je sais qu'il y a un autre projet assez fantastique que vous apprêtez à vivre cet été pendant 5 mois. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, avec Tristan, avec mon copain, on va traverser l'Amérique du Sud. Donc, on va relier Bogota à Ushuaia. On va aller du coup de la Colombie jusqu'au bout du monde, jusqu'à Ushuaia. C'est le plus gros projet de notre vie parce qu'on va faire ça en vélo. Toute une organisation qui se prépare en amont, donc sur le matériel, mais aussi et surtout avec le corps médical. Donc en termes de médicaments, en termes de gestion aussi de l'effort, donc que ce soit travail en hypoxie en amont, il y a beaucoup de choses à voir. Mais on a hâte et c'est vrai que ça va être un beau projet. Alors j'ai une dernière question. C'est pas la plus facile. Si vous pouviez parler à la Tiffany d'avant l'accident, qu'est-ce que vous lui diriez? Première fois qu'on me pose cette question. Je sais pas trop ce que je lui dirais. Je lui dirais... Là, tout de suite, je me dirais juste peut-être attends un tour pour dépasser. Mais plus sérieusement, non. Je lui dirais de continuer de faire ce qu'elle fait et de continuer de faire ce qu'elle a envie, de ce qu'elle aime. Finalement, je pense que c'est triste, mais je suivrai juste la même chose. C'est triste et en même temps c'est beau parce que c'est ma plus grande passion et ça le restera. Merci beaucoup Tiffany. Merci.